Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis depuis plus de 17 ans. Aujourd'hui, on va voir le parcours fiscal d'un expatrié entre la France et les États-Unis. Nos deux experts du jour, donc le premier, c'est Jean-Philippe Sora de Bonjour. MSGL, expert comptable en France. Bonjour Jean-Philippe. Et CPA américain, il accompagne plus de 600 familles dans leur fiscalité transatlantique. Le deuxième, c'est Luc Maroubi, avocat en France, donc Bonjour. à Paris et maintenant à Toulouse depuis pas mal d'années. Luc est associé fondateur du cabinet LGMA au sein de la ligne des métiers du droit fiscal. Il intervient pour les personnes physiques dans les domaines très variés, surtout la fiscalité et bien sûr la fiscalité transatlantique. On est en direct, donc on va tout de suite partager notre écran avec vous pour vous donner un maximum d'informations. L'idée, donc, c'est que vous ayez les infos en amont et ensuite, à la fin, on répond à toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas. Si vous devez vous absenter de temps en temps sur certains slides, vous verrez des QR codes. N'hésitez pas à les scanner pour prendre un rendez-vous directement avec Luc et Jean-Philippe. Je crois qu'ils ont un lien pour avoir une consultation groupée. Donc profitez-en, ils le font uniquement pour ce webinaire. Allez, je vais donner la parole à Luc qui va tout de suite nous introduire la présentation. Moi, je reviens à la fin pour poser toutes vos questions à nos experts. Merci Romain. Bonjour à tous. Je vais vous présenter avec Jean-Philippe le fruit d'une collaboration de nombreuses années. Nous avons développé une compétence ensemble un peu particulière et j'ai envie de dire un peu unique puisque on arrive par le biais de nos expertises croisées à apporter à de nombreux expatriés, familles ayant des intérêts entre la France et les États-Unis, un regard, une expertise qui permettent d'adresser toute la complexité de la fiscalité transatlantique. Euh, voilà. Et donc, nous avions à cœur de créer ce webinaire pour vous présenter cette fiscalité complexe et surtout un petit peu les points d'attention que nous voyons dans les dossiers. Voilà. Alors, c'est une présentation assez dense, assez complexe. On va essayer de parler un peu de tout. Bien entendu, on ne va pas pouvoir adresser l'intégralité des éléments qui constituent la fiscalité transatlantique. Voilà, donc au besoin, vous pourrez nous contacter directement ou vous pourrez poser des questions à la fin de ce webinaire. Alors, nous avons essayé de structurer cette présentation en trois étapes, le départ de France, l'installation aux États-Unis et le retour en France. Euh, et la première question quand on part de France, c'est la question de la résidence fiscale. Alors, c'est une question qui est assez complexe, qui est une question casuistique. Il faut analyser point par point chaque cas pour arriver à une solution qui soit la plus solide possible. Euh, voilà. Il faut l'analyser au regard des législations internes, donc françaises, américaines, et sous on va dire la direction de la convention fiscale entre la France et les US. Ce qu'on regarde d'abord, c'est le foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire le lieu où vous vous installez, où vous vivez, vous prenez une location permanente, où vous installez votre conjoint, vos enfants. Voilà, c'est ça le critère numéro un. Le critère numéro deux, quand on a des foyers d'habitation qui sont éparpillés dans les différents pays, c'est le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire où vous travaillez, où votre patrimoine est situé, où vous avez vos amis, etc. Donc, quelque chose de très casuistique, beaucoup de jurisprudence, voilà, à regarder avec beaucoup d'attention. Le troisième point, quand on n'arrive pas à établir un centre d'intérêt vital dans un pays, c'est les fameux 183 jours. Alors, il faut faire très attention avec ce critère, puisque selon la jurisprudence française,
on ne l'apprécie pas de manière aussi stricte. C'est pas 183 jours, c'est il faut que le séjour soit vraiment principal dans un des pays. Encore une fois, il faut regarder les différentes jurisprudences pour être certain d'appliquer ce critère. Et puis enfin, quand on n'a pas pu aboutir à un partage de résidence sur la base des trois précédents critères, on a la nationalité. Et à défaut, on peut se retrouver dans une situation où les pays doivent arbitrer ensemble sur la détermination d'une résidence fiscale. Voilà. Euh, L'année de départ, il y a quelques obligations déclaratives. Alors, il y a des obligations au regard de l'exit tax, dont on parlera plus tard, mais il y a des obligations au regard de l'impôt sur le revenu. Vous allez devoir faire deux déclarations, une déclaration résident, une déclaration non résident. Donc, quelques formalités, mais ça vous permet quand même quelques optimisations, puisque cette année-là, vous allez déposer deux déclarations, avoir deux avis d'imposition et donc bénéficier de la progressivité de l'imposition euh, sur deux avis d'impôt. Et ce qui vous permet, si vous partez en cours d'année, de bénéficier d'une petite réduction d'impôt par rapport à si vous aviez été résident fiscal français sur toute l'année. Et puis, au regard de l'IFI, on doit déclarer la dernière année d'imposition à l'IFI si on sort du seuil de l'impôt sur la fortune. Je vais laisser Jean-Philippe du coup évoquer les aspects US. Alors, bonjour à tous. Aux US, les choses sont plus simples, très pragmatiques, comme bien souvent aux États-Unis. La notion de résidence fiscale, on a trois tests. Trois tests qui sont très simples. Le premier, là, les 183 jours rentrent complètement en ligne de compte. Ça s'appelle le Substantial Presence Test. Donc, en gros, si vous passez 183 jours ou plus, évidemment, sur le territoire américain, vous êtes de fait considéré comme résident fiscaux américain. Mais attention, ces 183 jours, on ne les prend pas uniquement sur l'année N, mais sur 3 ans. Et selon un calcul qui est un peu particulier. On va avoir l'année N-2 où un jour égale un tiers de jour, N-1, N-2, un jour égale un sixième de jour, N-1, un jour égale un tiers de jour, et N, un jour égale un jour. Quand on fait la somme de tous ces jours-là, si on dépasse 183 jours, eh bien, on est de fait considéré comme résident fiscaux américain. Il y a des moyens de s'y soustraire pour les gens qui pourraient passer beaucoup de temps aux États-Unis, mais à ce moment-là, il faut remplir absolument un formulaire qui s'appelle le Closer Connection Test, qui permet de montrer à l'administration fiscale américaine que bien que sur 3 ans, on ait dépassé les 183 jours, on a le centre des intérêts économiques, le centre des intérêts familiaux, l'ensemble de notre vie qui est dans un autre pays. Mais c'est un test qui va assez loin, puisqu'il demande où est-ce qu'on a un compte bancaire ou des comptes bancaires, de lister tous les pays, de donner les pays dans lesquels on a un permis de conduire, dans les pays dans lesquels on a le droit de vote. Voilà, mais il faut absolument le faire si on dépasse les 183 jours et qu'effectivement, nous ne sommes pas résidents fiscaux américains. Donc, on a ce premier test qui va toucher la plupart des personnes qui nous écoutent, je pense. Et puis, après, on a deux autres tests. Le deuxième, c'est le Green Card Test. Est-ce que vous avez une green card ou non? Parce que vous savez que si vous avez une green card, de fait, vous devez déclarer à minima aux États-Unis et ce, bien que vous puissiez vivre potentiellement à l'étranger. Et après, le test de citoyenneté, si vous êtes américain, à ce moment-là, vous êtes considéré comme résident fiscaux américain. Attention, ça n'empêche pas pour les Américains ou Américaines et green card qui habitent par exemple en France d'être aussi considérés comme résidents fiscaux français. Et à ce moment-là, on va avoir des jeux de crédit d'impôt entre les deux pays pour éviter les doubles impositions. Une convention fiscale qui marche quand même plutôt pas mal et qui est souvent à l'avantage des Américains. Donc, c'est bien négocié. Euh, Comme d'habitude. euh, et donc, vous êtes résident fiscal américain. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez devoir déclarer l'ensemble. On a principalement deux obligations. Déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux aux États-Unis, donc tout ce que vous percevez partout dans le monde. Vous pouvez avoir le classique, on a des revenus fonciers français alors qu'on habite aux États-Unis. On déclare en France, on va venir dessus. Et puis, côté américain, on va déclarer aussi et on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés.
Euh, donc, on déclare les revenus, mais aussi, on va déclarer l'ensemble des actifs que l'on détient hors des États-Unis. Ça, c'est très, très important et c'est souvent un peu mis de côté par les gens qui se disent, bon, ça, c'est pas grave, je le dis pas et puis personne ne le verra. Détrompez-vous, sachez qu'en tant que résidents fiscaux américains, les banques françaises notamment, si elles le savent, vont envoyer vos informations à l'IRS, au fisc américain. Donc l'IRS le sait, et là, vous courez un risque de pénalité de 10 000 $ par année où ça n'a pas été fait. Donc ça peut à la fin être assez conséquent, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Donc ça, c'est pour les résidents fiscaux. Vous répondez à un des trois tests. Et les non-résidents, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez déclarer aux États-Unis uniquement vos revenus de source américaine. Pour reprendre l'exemple des revenus fonciers, vous avez vécu aux États-Unis, vous n'avez pas de green card, vous n'êtes pas américain, américaine, vous êtes rentré en France, vous aviez acheté un bien immobilier que vous avez mis en location. Les États-Unis auront la priorité d'imposition sur ces revenus fonciers-là. Et si vous êtes rentré en France, si je ne me trompe pas, Luc, on va aussi déclarer les revenus fonciers côté français avec crédit d'impôt. Exactement. Crédit d'impôt égal à l'impôt français, mais on l'expliquera plus tard. Alors, le deuxième point que vous devez vérifier si vous partez de France, c'est le fameux exit tax. Alors, ça fait un peu peur comme ça fait un peu gros mot. L'exit tax, euh, c'est pour pénaliser le départ. En réalité, si vous partez aux États-Unis, ça va être juste des formalités. Attention quand même. Bien respecter ces formalités, puisqu'on a une jurisprudence récente qui nous dit que le non-respect du formalisme entraîne l'exigibilité de l'impôt. Donc, attention à bien déposer les déclarations exit tax l'année de départ et les années suivantes. Euh, alors, le principe de l'exit tax, c'est on regarde votre patrimoine hors immobilier. Attention à un point, les SCI à l'IS sont considérés comme du patrimoine hors immobilier. C'était pas évident et on a un BOFIP, c'est-à-dire une doctrine administrative qui nous dit le contraire, mais qui est obsolète. Donc n'allez pas vous fier à la doctrine administrative puisque elle ne reprend pas le nouvel exit tax. Alors, donc on regarde votre patrimoine hors immobilier et s'il dépasse 800 000 euros, vous êtes soumis à exit tax. Ou alors, c'est une condition qui sont alternatives. Si vous détenez plus de 50% des droits sociaux d'une société, vous êtes soumis à exit tax, à condition que vous ayez été résident en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Voilà. Donc, vous calculez la plus-value latente, vous la déclarez sur une déclaration d'exit tax et vous bénéficiez d'un sursis automatique. Ça veut dire que vous n'avez rien à régler. Le sursis est de droit, mais l'exit tax sera à payer si vous touchez à ces titres. Si vous vendez ces titres pendant cette période-là, vous avez potentiellement de la plus-value à régler au fisc français, alors que sur le fondement de la Convention, vous n'en auriez pas eu. C'est une situation complexe, puisque Jean-Philippe va pas trop savoir comment la traiter au regard de la double imposition. Jean-Philippe, Ouais. voilà. Donc, Oui, 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 pas non, non, évident. non, effectivement, il faut savoir que si vous avez de l'exit tax qui est payé en France, si vous n'avez pas de pre-immigration tax planning d'un point de vue US, bah, en fait, côté américain, on n'en fera rien, tout simplement. Et on ne sait pas quoi en faire, c'est qu'on n'en fait rien. On peut s'appuyer dessus, par contre, avant votre départ aux États-Unis, mais il faut absolument le faire avant d'être devenu résident fiscaux pour établir un step-up sur sur la base de valeur de vos actions de société française. Oui, par exemple, reclasser dans une holding, quelque chose comme ça. Exact. Et du coup, à la suite de ça, cet exit tax disparaît si vous conservez les titres pendant plus de 2 ans, si votre patrimoine ne dépasse pas 2,5 millions et 5 ans pour les gros patrimoines qui dépassent 2,5 millions. Voilà, donc attention, il faut bien respecter le formalisme de l'exit tax.
Alors, l'assurance vie, c'est un sujet qu'on voulait aborder parce que Ouais. Jean-Philippe a très souvent ça dans son portefeuille et donc c'est un point d'attention pour lui. Ouais. Ouais, effectivement, dans le patrimoine classique français, on va retrouver, bon, évidemment, des comptes bancaires, mais bien souvent aussi de l'assurance vie française. Et côté américain, il faut savoir que cette assurance vie n'est, dans la très très grande majorité des cas, euh, pas considérée comme une assurance vie d'un point de vue américain, puisqu'en fait, il n'y a pas de notion d'assurance. Donc, les assurances vie françaises vont être considérées comme des placements financiers. Des placements financiers. Qui dit placement financier étranger dit imposition d'un point de vue américain. Et une imposition qui peut se faire de deux manières. Au choix, je vous passe les termes techniques, mais au choix du contribuable et choix qui doit être fait la première année, l'année pendant laquelle vous devenez résident fiscal américain et qui est irréversible. Donc la règle de base veut que si vous avez une assurance vie française, lorsque vous arrivez aux États-Unis, bon, il ne se passe rien. Vous déclarez le fait que vous détenez cette assurance vie. On revient en arrière sur ce que j'ai dit, risque de pénalité sinon de 10 000 $. Et le jour, donc tout le temps de détention, on déclare. Le jour où vous avez un événement taxable, c'est bah, vous retirez du cash de cette assurance. À ce moment-là, l'IRS va vous dire attention, stop, vous allez revenir en arrière. Depuis, donc on va prendre la plus-value réalisée sur votre assurance vie, donc sur le montant que vous avez tiré. OK, on va calculer une plus-value depuis votre arrivée aux États-Unis ou depuis la date de souscription à l'assurance vie si elle est postérieure à votre arrivée. OK. On va éclater ça sur le nombre d'années de détention. Donc, mettons que vous avez fait une plus-value de 100 et ça fait 10 ans que vous êtes là. On a 10 par an qu'on va venir taxer au taux maximum du moment. Donc, 37% en ce moment, sous Obama, on était à 39,6 et auquel on va attacher pour chaque année des intérêts de retard qui vont être capitalisés. Donc, ça peut faire très mal. Ça, c'est la règle de base qui peut être appliquée pour les personnes qui savent qu'elles sont là pour une durée très limitée. Elles sont là 2 ans. On se dit, OK, on touche à rien. Quand on quittera les États-Unis, on ne sera pas green card, on ne sera pas américain, américaine. Donc, on n'aura aucun impact négatif finalement, puisqu'on aura juste déclaré, on aura rempli toutes nos obligations. Mais si vous ne savez pas, si vous devez rester, si vous allez rester aux US, si vous avez potentiellement la velléité d'avoir une green card et plus tard d'acquérir une nationalité. Alors à ce moment-là, il sera peut-être plus intéressant pour vous de prendre la deuxième option, qui est tout à fait légale aussi, par laquelle vous allez choisir volontairement de vous faire imposer entre le plus élevé, entre la valeur du contrat de vous faire imposer chaque année, sur le plus élevé entre la valeur du contrat à la fin d'année moins valeur du contrat début d'année ou les intérêts que le contrat a réellement rapportés. Et là, vous ne serez pas imposé au taux des plus-values, vous serez imposé à votre taux ordinaire, votre taux marginal ordinaire, mais qui sera très probablement inférieur à 37%. Et même si vous étiez à 37%, vous évitez des cumuls d'intérêts de retard. Et à ce moment-là, le jour où vous allez tirer du cash de votre assurance vie, finalement, on n'aura pas d'imposition supplémentaire. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce que je raconte, c'est que si vous avez une assurance vie française, attention, elle sera fiscalisée côté américain, très Oui. probablement. Et côté français, la mauvaise nouvelle, c'est que on va pas appliquer la convention fiscale qui est extrêmement favorable sur les donations de sommes d'argent par des résidents fiscaux américains. Ce qui fait que la conclusion, c'est qu'il faut réfléchir peut-être à transformer ce contrat d'assurance vie et peut-être réfléchir à souscrire à des assurances vie américaines qui sont parfois très intéressantes. Et nous, dans ce cadre-là, on a travaillé avec Jean-Philippe sur l'obtention d'un rescrit qui permet de bénéficier des dispositions fiscales françaises sur les contrats d'assurance vie américains lorsque on a un retour en France. Voilà. Donc, c'est un point à réfléchir. Alors, maintenant, vous êtes aux États-Unis. C'est pas pour ça que vous avez plus de déclaration fiscale à faire en France. Alors, sauf si vous n'avez plus de revenus de source française, mais si vous avez des revenus immobiliers,
des salaires, rémunération de gérance, vous êtes mandataire d'une société française, des pensions de retraite. euh, voilà, tout ça, c'est des revenus de source française qu'il va falloir déclarer sur une déclaration fiscale non résidente. Vous allez déposer au fameux centre des non-résidents. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas avoir droit au crédit d'impôt. Vous allez avoir un taux minimum de 20% qui passe à 30% au-delà de 28 000 euros. Et sur les revenus immobiliers, vous allez avoir la CSG-CRDS. Donc, vous pouvez potentiellement vous retrouver assez imposé sur vos revenus fonciers. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une convention fiscale qui est relativement favorable et qui va vous permettre d'effacer l'imposition, cette double imposition aux États-Unis. Exactement. Donc là, on est sur l'année d'arrivée, vous arrivez aux États-Unis, vous avez déjà, je vais repartir du début, vous allez potentiellement, dépendant de votre date d'arrivée et dépendant de vos jours passés dans les années précédentes, avoir trois options pour vous vis-à-vis de votre statut de résidence fiscale américain. Là, je parle du fédéral, être considéré comme résident toute l'année. Ça peut être une option. Ça n'empêche que côté français, si vous avez été résident fiscaux au début de l'année, même si au côté américain, vous avez fait le choix d'être résident fiscaux toute l'année, on va quand même remplir vos obligations fiscales françaises. Hein. C'est un choix purement américain. Dual status, c'est-à-dire non résident une partie de l'année, résident le reste du temps, ou non résident. C'est-à-dire que là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, on ne va déclarer aux États-Unis que ses revenus de source américaine. Donc là, on part dans le cas où vous êtes résident, enfin, du moins imposable aux États-Unis sur tous vos revenus mondiaux. Vous allez avoir, comme l'a dit Luc, des revenus de source française. On va venir les déclarer aux États-Unis et on va demander un crédit d'impôt. Le cas classique, ça va être les revenus fonciers. On va rentrer dans le détail, je crois que c'est dans la slide suivante, où effectivement, si vous avez payé, mettons, vos 20% d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux, côté américain, on va déclarer tout ça à la sauce américaine. Et puis, on va demander un crédit d'impôt équivalent finalement au 37,2, 20 plus 17,2, ou 47,2, 30 plus 17,2, au gouvernement américain pour ne pas être imposé deux fois. Attention, si vous avez payé par exemple 47,2 en France et qu'aux États-Unis vous avez un taux marginal de 24%, les États-Unis ne vont pas vous rembourser la différence de taux d'imposition. Ce que vous pouvez garder en tête, c'est que quand vous êtes sur deux pays, comme la France et les US, vous allez, lorsque vous avez des revenus croisés, toujours payer le taux d'imposition maximum entre les deux pays. Ça, c'est une règle de base et vous aurez beaucoup de mal à vous y soustraire. Pour les revenus de retraite, par contre, puisque Luc en parlait, là, ils sont imposables uniquement dans le pays source. C'est-à-dire que, enfin, dans le pays de cotisation. Si vous avez cotisé à votre retraite en France, que vous êtes aux États-Unis à la retraite, que vous percevez vos revenus de retraite de source française, aux États-Unis, on les déclare, mais ils ne rentrent pas du tout en ligne de compte dans votre imposition américaine. Donc on les déclare, aucun impôt ne sont calculés. On rajoute un petit formulaire pour expliquer qu'on fait appel à la convention pour les soustraire à l'impôt et il n'y a aucun problème. Ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau des États, ok, mettons que vous habitez à New York, par exemple, donc vous êtes à New York, là, les États vous imposent sur les revenus mondiaux aussi, donc on déclare tout, mais la quasi-totalité d'entre eux ne reconnaissent pas les impôts payés dans un autre pays. Donc, on pourrait penser, par exemple, de manière assez logique, que si vous avez payé 47,2 entre impôts et prélèvements sociaux en France, vous pourriez vous dire, OK, j'utilise, mettons, 30% pour l'impôt fédéral, donc il va me rester 17,2 à basculer sur l'État. L'État va vous dire non. Donc là, on a effectivement un risque de double imposition, mais c'est un risque qui est quand même assez mesuré, puisqu'on va le voir plus tard. Finalement, il impacte, mais pas de manière catastrophique, sauf dans des cas très exceptionnels. Alors, le sujet qu'on a à traiter quotidiennement, c'est l'immobilier. Et donc, on vient nous voir et on nous dit, j'ai un bien immobilier à acheter en France, je suis résident fiscal américain, comment je fais?
Et alors là, on a plein d'options. Donc, on a essayé de vous transcrire les différentes options. Ce ne sont peut-être pas les seules, mais c'est les principales. Voilà, donc, on a une détention directe, que ce soit une propriété unique ou une indivision. On a une détention par le biais d'une SCI transparente, une SRL de famille translucide ou une SAS à l'IS ou une SCI. Alors, généralement, on a un intérêt lorsque on veut faire de la location meublée, de la location saisonnière, de structurer l'opération d'acquisition en direct, puisque ça permet de bénéficier en France d'un régime qui s'appelle le LMNP, alors qui est beaucoup critiqué. Vous avez sans doute entendu euh, il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Voilà, vous avez très régulièrement des propositions de loi de finances pour le modifier. Il a été modifié l'an dernier, mais il reste le régime le plus favorable en matière de fiscalité française puisque ça vous permet d'amortir le bien et donc d'arriver pendant la période d'investissement à une fiscalité quasi nulle en France en fonction des taux de rendement que vous réalisez. Voilà. Attention, il faut pas. Voilà, on a un seuil de 23 000 € pour les non-résidents et on passe de LMNP à LMP, c'est-à-dire location meublée professionnelle avec un régime un peu différent. Donc il y a ce seuil à regarder. Du point de vue américain, Ouais. Du point de vue américain, en fait, le LMNP s'applique d'office. On amortit les biens quoi qu'il arrive. Alors, sur une durée qui va être de 30 ans, si le bien a été mis en location après 2018, euh, avant ça, c'était beaucoup plus long. Donc, vous avez votre bien immobilier. En France, vous avez appliqué votre LMNP. Côté américain, on le déclare à la sauce américaine, peu importe le choix fiscal que vous avez fait en France, que ce soit du LMNP ou non. On a certaines personnes qui ont utilisé d'autres incitatifs fiscaux français. Les États-Unis, ça leur est complètement égal. On est aux États-Unis, donc on déclare à la sauce américaine. Et quelle est-elle? C'est assez simple, les loyers encaissés, moins les charges, c'est-à-dire les frais de copropriété si c'est un appartement, les taxes foncières, moins les intérêts d'emprunt et moins cet amortissement qui va se faire sur 30 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un amortissement? C'est vrai qu'on ne l'a pas défini pour ceux qui ne savent pas. On prend la valeur du bien qu'on va diviser par un certain nombre d'années. Donc, mettons, vous avez un bien qui vous a coûté l'équivalent de 300 000 dollars, amorti sur 30 ans. On fait 300 000 divisé par 30, ça va nous donner 10 000 dollars de déduction supplémentaire sur vos revenus fonciers tous les ans. Ce qui fait que, sauf cas exceptionnel ou location courte durée, en général, sur des revenus fonciers français, on va se retrouver avec un résultat fiscal côté américain qui va être proche de zéro, voire négatif. D'accord. Si jamais vous êtes en négatif, qu'est-ce qu'on va faire de cette perte fiscale? Eh bien, tout dépend de vos revenus. Si vous gagnez moins de 100 000 dollars, tout revenu confondu, et déclaré côté US, on va pouvoir déduire la perte. Si vous gagnez entre 100 et 150 000 dollars, chaque dollar de perte va être minimisé de 50 centimes. Donc, on déduit au maximum 25 000 dollars. Et au-delà des 150 000, on ne peut plus déduire. Attention, la perte n'est pas perdue. Vous la gardez, elle s'emmagasine chaque année et le jour où vous vendrez le bien, on pourra l'imputer sur la plus-value réalisée. Parce qu'on peut se retrouver dans des cas où vous avez un bien depuis longtemps. En France, on a l'abattement pour durée de détention qui n'existe pas aux États-Unis et vous pouvez vous retrouver où en France, il n'y a pas ou peu d'impôts à payer sur la plus-value. Côté américain, bah, on va être imposé, mais avec la perte, on va minimiser la plus-value réalisée. Et si jamais vous avez payé des impôts en France sur ces revenus fonciers qui finalement ne seront pas ou très peu taxés aux États-Unis, tous les ans, il va être très très important d'enregistrer les impôts que vous avez payés en France, mais aux États-Unis. Ils ne vous serviront peut-être pas, mais ils vont s'accumuler tous les ans. Et le jour où vous vendez le bien, pas soumis en France dû à la durée de détention, enfin, si vous étiez dans ce cas-là,
Côté américain, on minimise la plus-value avec les pertes accumulées. Et pour le reliquat, on va dire à l'IRS, bah, attendez, ça fait 10 ans que je traîne des crédits d'impôt que je n'ai pas utilisés, donc je vais les utiliser maintenant pour minimiser mon impact fiscal américain. Voilà, donc c'est pour ça, effectivement, je rejoins Luc. Si vous voulez acheter un bien seul, le plus simple est de l'acheter en direct. Pas de structure. On a, d'un point de vue déclaratif, on n'a pas de risque de pénalité comme on va le voir sur les autres types de détention. Et ça se fait très simplement. Ouais, et du coup, c'est vrai que on a tendance à pas trop conseiller du coup la SCI transparente parce que elle ajoute pas vraiment d'avantages par rapport à l'option 1, à part une optimisation de la transmission, mais qui peut quand même se faire sur des biens en détention directe. Euh, voilà, et une gestion de l'indivision potentielle lorsqu'on a des indivisions avec des gens qui ont potentiellement ne vont pas s'entendre sur tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue transatlantique, c'est pas forcément le schéma rêvé. Parce que déjà, la SCI, on est limité, on peut faire que de la location nue. Donc on sera relativement fortement taxé sur les revenus fonciers français. Et d'un point de vue américain, c'est compliqué à gérer. Bah ouais, d'un point de vue américain, effectivement, on va ajouter une couche de compliance, puisque en fait, vous êtes actionnaire d'une société étrangère. Si vous avez plus de 10% du capital de la société, et ça vaut tant pour les SCI que pour les SARL, les SAS et tout autre type de structure, et qu'elles soient en France ou dans un autre pays, dès que c'est hors des États-Unis, si vous avez plus de 10% du capital de la société, il va falloir retranscrire les états financiers de la société sur votre déclaration. Sinon, encore une fois, c'est un risque de 10 000 dollars de pénalité. Et attention, pour la prise en compte de ce seuil de 10%, ce ne sont pas que vos parts, on va prendre en compte les parts de vos parents et de vos enfants. Et dans le cadre de SCI, qui sont considérés aux US comme des partnerships, on prend aussi en compte les parts de vos frères et sœurs. Donc ça peut aller vite. On voit souvent dans des familles des parents qui ont donné quelque part en nue propriété à leurs enfants et puis ils se sont gardés l'usufruit de tout et la pleine propriété du reste des parts. Et bien finalement, d'un point de vue fiscal américain, même si vous n'avez en réalité que 1% du capital de la société et que vous n'avez aucun droit puisque vous avez de la nue propriété, côté américain, d'un point de vue compliance, on va considérer que vous avez 100% de la société. Donc il faut retranscrire les états financiers sous peine de pénalité. Les états financiers qui vont être retraités à la sauce américaine, ok, pas à la sauce française. On ne sait pas du recopiage pur et dur. On retraite ça selon la méthodologie américaine. Et, mais rassurez-vous quand même, si vous n'avez que de la nue propriété, vous ne serez pas imposé sur le résultat de la société vu que vous n'y avez pas droit. Là, on est vraiment sur de l'aspect compliance. Si vous avez de la pleine propriété de part, évidemment, vous aurez un impôt à payer, mais uniquement sur votre quote-part de résultat. Et si vous avez payé des impôts en France, vous demanderez un crédit d'impôt côté américain. Donc ça, attention. Et encore une difficulté supplémentaire, si la SCI a un total actif supérieur à 1 million de dollars, on va devoir détailler le bilan. Et souvent, en France, quand on fait la 2072 de la SCI, ben, on n'a pas la partie bilan et les experts comptables ne tiennent pas une comptabilité réelle. Et là, on se retrouve face à une certaine problématique, puisque aucun état financier n'a été créé si la société est ancienne. On demande à un expert comptable de tout recréer de toutes pièces pour répondre aux obligations américaines. Donc, il y a quand même un peu de stress en général chez les clients. Et en plus, ben, il y a des coûts qui vont être associés, puisque ben, l'expert comptable va facturer ses honoraires. En effet, du coup, voilà, les SCI, on les rencontre beaucoup et c'est pas toujours Euh, la un, meilleure optimisation. Vas-y, Jean-Philippe. un petit point, parce que là, on parle de société française et on a de temps en temps la question, mais la réponse est très, très rapide. Et si j'achetais mon bien immobilier en France via une société américaine? Bon, ben là, je te laisse répondre parce que c'est davantage une problématique française, mais c'est à proscrire. Vas-y. Ouais, alors là, c'est une question encore plus complexe qu'on voit de temps en temps. Il va falloir étudier la fiscalité de la société américaine, l'assimiler. Est-ce que c'est une société transparente ou est-ce que c'est une société opaque?
Faire simple, est-ce que c'est une SCI ou une SAS? Et du coup, soit on sera dans un régime d'impôt sur le revenu, donc si c'est un bien loué nu, on sera en revenu foncier, soit on sera en régime d'IS, et dans ce cas-là, on sera comme un établissement stable, donc avec un impôt sur les sociétés et une distribution des profits à l'associé. Euh, c'est des structures qu'on voit, mais qui entraînent certaines difficultés, font rentrer, ça c'est un point important, hein, dans le champ des plus-values, les cessions de parts de ces sociétés-là. Voilà. Donc attention à ce type de structure qui souvent on les voit arriver dans nos dossiers à des moments où les obligations fiscales n'ont pas toujours été respectées du côté français. Alors, on utilise parfois la SRL de famille quand on a envie d'éviter à tout prix l'indivision, puisque ça permet de faire du meublé en bénéficiant du LMNP. Euh, voilà, ça c'est une bonne structure d'un point de vue français. D'un point de vue américain, c'est quand même assez compliqué. Ouais, d'un point de vue américain, la SARL de famille, si je ne me trompe pas, Luc, elle est transparente fiscalement en France, donc elle va Ouais, payer exactement, exactement. des impôts. C'est comme si on faisait un LMNP. Voilà. Donc, Ouais. c'est très bien, on amortit, on n'a pas beaucoup de fiscalité. Par contre, pour toi, Côté c'est une américain, société, quoi. ouais, c'est exactement, c'est une société. C'est une société pour laquelle la responsabilité des associés est limitée. Donc, les Américains vont la considérer comme une corporation. Et qui dit corporation dit société soumise à l'impôt société. Ça ne veut pas dire qu'en étant actionnaire, la société en elle-même va payer des impôts aux États-Unis, mais vous avez une obligation déclarative qui s'appelle le 54-71, par laquelle on retranscrit les états financiers côté américain, et potentiellement un risque de guilty tax. La guilty tax, qu'est-ce que c'est? C'est Trump qui l'a mis en place lors de son premier mandat. Si vous avez le contrôle de la société, donc là c'est un contrôle réel, vous avez plus de 50% du capital ou des droits de vote, évidemment. À ce moment-là, les États-Unis vont considérer que si la société dans son pays d'origine a payé, en 2025 c'est moins de 10,5%, mais l'année prochaine ça passe à 13 et quelques, moins de 10,5% d'impôt sur les sociétés dans son pays d'origine, à ce moment-là, vous êtes imposable sur votre cote-part du résultat comme si vous aviez perçu des dividendes. Sauf que vous n'en avez pas perçu et en plus, le taux n'est pas celui des qualified dividends, ça va être votre taux ordinaire. D'accord? Et contre cette guilty tax, pour l'instant, on n'a pas le droit d'appliquer de crédit d'impôt étranger. Donc, on peut se retrouver dans une situation de double imposition. Attention, si vous avez votre SRL de famille qui est en œuvre là, ça ne veut pas dire qu'il faut la liquider. Il y a des options. On peut dire à l'IRS, et ça s'appelle faire une check the box. On dit à l'IRS, donc le fisc fédéral américain, nous faisons le choix fiscal de traiter cette C-Corp comme un partnership. Et à ce moment-là, on retrouve le même traitement fiscal qu'en France. Mais il faut absolument le faire, sinon vous allez être traité comme une C-Corp. Mm. Donc, attention à ces SRL de famille. C'est un outil utile, mais voilà, à manier avec précaution. Après, on a quelquefois des SAS à l'IS. C'est un outil qu'on utilise sur des très gros portefeuilles, des très grosses acquisitions. Ça permet en France de cantonner la fiscalité à une fiscalité impôt sur les sociétés et potentiellement parfois de bénéficier d'un régime un peu favorable en sortie avec une exonération de plus-value. Et dans ce cadre-là, côté américain, on a une société, pareil, responsabilité limitée. On va déclarer via le 54-71. On a potentiellement ce risque de guilty tax. Et quand est-ce qu'il va survenir la majorité du temps? C'est justement surtout dans l'immobilier, si on amortit les biens, pas que l'immobilier d'ailleurs, dans toutes les activités qui ont des investissements lourds qui vont être amortis. Parce que côté français, on va amortir les biens. Donc, on a un résultat fiscal qui souvent, au début, va être négatif. Et une fois que l'amortissement aura été complètement absorbé, on va se retrouver en positif. Mais comme on se traîne des pertes fiscales qui vont être reportables, on n'aura pas ou très peu d'impôts à payer côté français. Côté américain, on suit la même logique, sauf que uniquement pour le calcul de la guilty tax, les pertes ne sont pas reportables. Donc, vous pouvez vous retrouver
avec un résultat guilty tax qui va être assez important, contre lequel vous ne pouvez pas utiliser de perte reportable. Et donc, on va avoir en France pas d'impôt. Et là, vous payez plein pot sur la guilty tax. Je l'ai Oui, retrouvé pas mal de fois sur des hôtels. En fait, tout ce qui va être hôtellerie. Euh, oui, parce qu'on et- n'a pas la règle du 39C qui s'applique et donc on crée des pertes sur ce type d'actifs. Mais dans ce cas-là, d'un point de vue français, vous avez l'option de ne pas déduire le déficit, puisque le déficit, c'est une charge qui est optionnelle et vous avez, c'est une décision de gestion de le déduire. Donc, dans des dossiers comme ça, Jean-Philippe, il faut que le fiscaliste français conseille l'entreprise de ne pas déduire les ouais. déficits. Et si on continue rapidement, bah, j'enchaîne sur la partie américaine de la SCI à l'IS parce que c'est important. Bah, on se Ouais. retrouve en fait dans le miroir de la SARL de famille. Une SCI à l'IS d'un point de vue américain, donc en France soumise à l'impôt société. Côté américain, on reste sur la nature juridique de la société, non pas le choix fiscal qui a été fait en France. Donc c'est un partnership. Qui dit partnership dit société transparente fiscalement. Et donc vous pouvez avoir un risque de double imposition puisqu'en France, on a une société qui paye de l'IS. Côté américain, on a une société qui est transparente fiscalement. Donc, si elle a du résultat, vous allez vous retrouver imposé sur votre code-part de résultat. Et donc, on aura des impôts payés en France par la société, aux États-Unis par l'individu. Mais il est possible là aussi de faire une check the box par laquelle on va dire à l'IRS, mais finalement, nous voulons pour cette société avoir le même traitement fiscal qu'en France. Mais c'est une démarche active, ça ne se fait pas tout seul et c'est pas sur la déclaration qu'on prend la décision. Ce sont des demandes à faire à l'IRS qui mettent entre 3 et 6 mois à être traitées. Mais voilà, ça se prévoit en amont. Alors, quelques mots sur les successions et donations. Ce qu'il faut retenir, c'est que la convention fiscale franco-américaine est une des seules au monde, puisque elle accorde au fisc américain le droit de taxer sur des éléments qui, en France, auraient dû être taxables. Donc, c'est une convention qui est très, très intéressante, qui est encore plus intéressante lorsque on est citoyen américain. Euh, voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, si vous êtes domicilié aux États-Unis euh, et que vous voulez donner des biens à vos héritiers, qu'ils soient en France ou pas en France, si c'est un bien immeuble en France, ce sera taxable en France. Si c'est des biens corporels, ce sera taxable dans le lieu de situation des biens, donc biens corporels, des meubles, etc. Et l'article le plus important, les biens immobiliers incorporels, là, ils seront taxables uniquement dans le pays du domicile, ce qui fait que vous êtes résident fiscal américain, vous avez des enfants qui sont aux États-Unis ou même qui sont revenus en France faire des études, etc. Vous leur donnez des titres de société, pas à prépondérance immobilière, bien sûr, du cash, et là, vous ne serez pas taxé en France. Et vous bénéficierez, sous condition, d'un régime extrêmement favorable aux États-Unis. Ouais, effectivement. Côté américain, il faut le temps court. On va partir sur deux principales choses. Si vous êtes non résident, parce que c'est le plus simple, hein, vous avez gardé un actif côté américain, mettons un bien immobilier. Vous êtes rentré en France, plus de lien avec les États-Unis. Que va-t-il se passer? Ce bien immobilier, vous le transmettez à vos héritiers. Là, vous aurez un abattement sur la valeur de votre succession de 60 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose. Au-delà, côté américain, les droits vont être à payer, les droits qui vont monter jusqu'à 40%. Donc, ça peut coûter assez cher. Maintenant, si vous êtes américaine, américain, vous l'avez certainement lu, entendu, vu, vous avez le droit, enfin, votre succession aura droit à un abattement de 15 millions de dollars par personne décédée. Donc, si vous êtes marié, ça fait 30 millions. C'est pas mal. Sur tous les actifs que vous allez pouvoir transmettre à vos héritiers. Attention, si un bien est taxable en France,
Ça ne veut pas dire que l'exemption qui est purement américaine va vous permettre de dire à la France, bah, ce bien-là ne va pas être soumis à un droit de succession côté français. Donc ça c'est un point qui est important pour les Américains, américaines. Cette exemption aussi va vous permettre de donner. Vous avez le droit de donner à qui bon vous semble. Ben, finalement, normalement, on a une gift tax qui va s'appliquer quand on donne plus de 19 000 dollars à quelqu'un, mais on peut dire à l'IRS, ben, en fait, tout l'excédent, donc vous donnez 100 000 dollars à quelqu'un, donc on a un excédent de 80 000 dollars. Ben, tout cet excédent, je veux l'imputer sur le droit futur de 15 millions, sur l'exemption future de 15 millions de dollars. Comme ça, vous ne payez pas de droits au moment de la donation. Attention d'ailleurs pour les donations, il y a un point qui est important. Côté américain, quand on donne quelque chose, ou d'ailleurs qu'on le reçoit, on n'a pas ce qui s'appelle le step-up in basis. Okay. Le step-up in basis, c'est quoi? C'est simple. Logiquement, quand on vous donne quelque chose, vous pensez que vous l'avez pour sa valeur de marché au moment où on vous l'a donné. Côté américain, non. Vous l'avez pour la valeur de marché à la date d'acquisition par la personne qui vous l'a donné. Et si elle-même l'a reçu par donation, ben ça va être, on remonte encore une génération, et ainsi de suite. Et parfois, on peut aller très très loin. Donc, attention parce que ça a un réel impact en cas de, notamment de plus-value. Vous donnez un bien immobilier en France, la nue propriété d'un bien immobilier en France à un de vos enfants qui est américain. Côté américain, ben, en fait, il aura la valeur à la date à laquelle vous avez acquis le bien. Donc c'est aussi à prendre en considération. Il y a des moyens de jouer avec tout ça, mais il faut pareil, ça se prévoit en amont. Et que se passe-t-il si vous êtes américain, américaine, c'est un cas classique, et vous recevez une donation ou un héritage français ou étranger d'ailleurs? Eh bien, sachez qu'il n'y a rien à payer aux États-Unis, absolument rien sur l'héritage reçu du moment qu'aucun actif n'était sur le territoire américain. Vous recevez tout un héritage français, purement français. Aux États-Unis, vous aurez des obligations déclaratives si vous avez reçu plus de 100 000 dollars en valeur, mais aucun impôt à payer. Si vous en tirez des revenus, une fois l'héritage reçu, évidemment, là, il y aura des impôts à payer ou du moins du déclaratif, sur les revenus que vous tirez de cette succession, ou pareil, de la donation qui vous a été faite. Voilà, donc attention, bien remplir vos formalités du côté US, mais aussi du côté français. Quand il y a des donations, des stratégies de transmission et qui concernent de près ou de loin le fisc français, enregistrer, faire la formalité pour rendre opposable à l'administration fiscale française. Alors, après le séjour aux États-Unis, vous revenez en France. Cas classique, si vous avez été résident fiscal américain pendant plus de 5 ans, que vous transférez votre résidence fiscale en France et que vous exercez en tant que salarié, que vous êtes appelé de l'étranger, c'est-à-dire que vous avez été recruté par une entreprise française ou dans le cadre d'une mobilité intragroupe, vous pouvez bénéficier d'un super régime d'exonération qui s'appelle l'impatriation. Alors, quelques petits points d'attention. La doctrine administrative a été mise à jour cette année et dans le recrutement direct, on entend aussi une postulation depuis les États-Unis. Donc, ça ne vous interdit pas de postuler à des offres d'emploi françaises et de bénéficier de l'impatriation. Et l'administration fiscale a confirmé que la prime forfaitaire dont on va parler est aussi éligible en cas de mobilité interne. Alors, l'impatriation, c'est un régime qui vous permet d'exonérer une partie de votre salaire en France, qui est la prime d'impatriation. Vous avez soit une prime dans votre contrat de travail, dans ce cas-là, on va exonérer la prime de votre contrat de travail, soit on a la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire de 30%, selon le cas le plus favorable. On va exonérer aussi tous les voyages à l'étranger, au prorata de votre temps passé à l'étranger. Et on va exonérer aussi la moitié de vos revenus patrimoniaux de sources étrangères. Cette exonération dure 8 ans. C'est du coup
un motif de rétention dans l'entreprise puisque elle ne fonctionne que si vous restez pendant ces 8 années dans l'entreprise qui vous a recruté. Voilà. Et pour l'impôt sur la fortune, on bénéficie dans le cadre de la convention et du droit interne d'une période de 5 ans pendant laquelle on ne déclare l'impôt sur la fortune que sur les biens situés en France et non pas les résidences aux États-Unis. Côté américain, attention, si vous êtes green card ou américain, vous le savez certainement, comme, on en a parlé, pour rentrer en France, vous allez percevoir un salaire qui va être soumis à impôt côté français. Côté américain, on va déclarer ce même salaire. On va normalement avoir droit à ce qui s'appelle la Foreign Earned Income Exclusion, qui est de 110 000 dollars. Elle varie tous les ans, elle s'ajuste tous les ans à l'inflation, qui va diminuer votre base taxable. Et sur l'excédent, si jamais vous en avez, vous avez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui vont vous être appliqués. Dans le cadre du régime d'impatriation, on peut se retrouver dans des situations où finalement le taux d'imposition français sur votre salaire est inférieur au taux d'imposition américain. Et à ce moment-là, on peut parfois, c'est pas automatique, mais avoir des impôts complémentaires à payer aux États-Unis, ce qui est excessivement rare lorsqu'on déménage en France, puisque entre impôts et prélèvements sociaux, il y a quand même pas mal d'impôts côté français. Mais dans le cadre du régime d'impatriation, on peut quand même avoir un impact fiscal américain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soumettre au régime d'impatriation, parce que ça reste quand même, dans l'ensemble, en général, avantageux. Alors, on voulait aborder avec vous, alors il nous reste plus beaucoup de temps, mais on voulait aborder avec vous des points qu'on voit régulièrement dans les dossiers. Donc déjà, le premier point, si vous avez un projet de retour en France, que vous avez une résidence aux US, il faut la vendre avant l'arrivée en France, sinon vous allez vous soumettre à la taxation des plus-values françaises. Voilà. On voit aussi beaucoup de management package, enfin de plans d'actionnariat salarié, que ce soit des phantom shares, des RSU, des stock options. Voilà, c'est des cas qu'on traite avec Jean-Philippe. Il faut avoir un regard aiguisé puisque il faut répartir le droit d'imposer entre la France et les États-Unis au regard du vesting et de l'attribution de ces plans. Il faut analyser point par point tous ces plans. Donc, ça demande un peu de travail en amont. Et puis, on a souvent, avec Jean-Philippe, à traiter le cas des LLC américaines, puisque nos, euh, nos Français retournant en France ont créé des business, ont créé des sociétés, se sont associés. Voilà. Et donc, c'est toutes les questions qui se posent à ce titre-là. Il y a un point qu'on voulait évoquer aussi avec vous, c'est la question des trusts puisque on a parfois des difficultés avec des trusts qui ont été mis en place pendant l'expatriation. Et il faut savoir qu'on a un régime trust en France qui est extrêmement pénalisant, avec des obligations déclaratives et une amende qui est de 20 000 euros par déclaration, et des obligations déclaratives qui sont multiples, puisqu'on a une déclaration annuelle et on a une déclaration événementielle chaque fois qu'on modifie le trust. Le point à retenir, c'est attention, ces trusts peuvent être dans le champ d'application de ces obligations déclaratives, même s'il n'y a pas de bien français et même si le constituant n'est pas résident fiscal français. Dès lors qu'un bénéficiaire est résident fiscal français, le trust est soumis aux obligations déclaratives. Et après ça, un régime d'imposition qui est assez défavorable, puisque une imposition en dividende présumé, et une fiscalité de la transmission qui est catastrophique, puisqu'on a des taux majorés qui peuvent s'appliquer dans certains cas, et surtout une difficulté à appliquer la convention avec des jurisprudences qui sont particulièrement défavorables. Voilà. Donc attention à ces trusts. Dans la mesure du possible, il faut les déboucler avant le retour en France. Euh, alors, on voulait vous faire un petit point aussi sur l'évolution de la fiscalité, puisque vous le savez, la fiscalité est un sujet très mouvant et extrêmement, en cette période
de troubles législatifs en France. Voilà, donc on a aujourd'hui un projet de loi de finances qui propose certaines modifications. Projet de loi de finances qui sera sans doute pas adopté puisque on a un gouvernement qui est sur la sellette avec une potentielle motion de censure. Euh, il est probable que le projet de loi de finances soit adopté en bloc tel qu'il a été présenté lors du Conseil des ministres dans le cadre soit d'une ordonnance, soit d'un 49.3. Voilà, c'est l'option qui est aujourd'hui un peu sur la table. La probabilité la plus forte, c'est que le gouvernement, avant cette adoption, soit renversé et qu'on ait une reconduction du projet de loi de finances 2025 par le biais d'une loi spéciale. Il faut savoir que le projet actuel pourrait impacter les non-résidents sur la mise en place d'une nouvelle taxe sur le patrimoine financier des holdings. Cette taxe s'applique sur les holdings qui ont un patrimoine qui dépasse 5 millions d'euros. Voilà, si ce projet est adopté et que vous êtes dans ce cas-là, il faudra vous interroger sur l'assujettissement à cette taxe, sachant qu'on entend euh, on, on entend aussi taxer les non-résidents sur les holdings françaises et aussi les résidents français sur les holdings américaines. Voilà. Il va y avoir aussi une prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus, ce qui impacte assez peu finalement les non-résidents. Aujourd'hui, on a beaucoup voilà, de discussions sur la modification du pacte Dutreil. Euh, donc, on travaille beaucoup avec les clients sur des transmissions anticipées d'entreprises. Bon, côté US, on a Trump enfin le gouvernement qui a validé le One Big Beautiful Act, bon, qui en fait continue à maintenir les mesures du Tax Cut and Job Act de 2017. Donc, on n'a pas trop de surprises. Il y a quelques modifications quand même qui pourraient vous toucher. Évidemment, là, vous voyez, la liste est très courte, mais c'est ce qui sera le plus impactant à partir de 2026. Aujourd'hui, tout ce qui va être impôt sur le revenu payé dans les États est capé. On ne peut déduire que 10 000 dollars. 2026, on va être à 40 000 sous certaines conditions de revenus. Le Child Tax Credit évolue aussi un peu, mais on n'a pas de mesures extraordinaires. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez nous contacter, c'était très dense, comme l'a dit Luc au début. Il y a eu beaucoup d'informations. Chacun a des cas qui sont bien spécifiques. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Voilà, vous avez notre QR code qui réserve automatiquement un rendez-vous avec Luc et moi voilà, pour échanger sur vos problématiques. Merci à tous les deux. Profitez-en. Il reste un seul créneau. Je suis en train de vérifier. Sur le mois de novembre, il reste un seul créneau pour que les deux soient dispo. Et ensuite, il y aura des créneaux à partir du mois de décembre. Profitez-en parce que c'est le seul moment de l'année où ils proposent des consultations ensemble pour ces webinaires. Euh, on va passer aux questions. Donc, la première question est d'un auditeur anonyme. En tant que résidente fiscale US, je ne paie pas la flat tax en France sur les intérêts de mes comptes français. Je les déclare à l'IRS, mais je dois déclarer au fisc français également. Si oui, dans quelle boîte de la déclaration pour être sûr de ne pas être imposé? C'est la question d'un auditeur anonyme. Je ne sais pas si vous la voyez aussi, si vous voulez peut-être la relire. Oui, alors la réponse est assez simple. Les intérêts en France ne sont pas considérés comme des revenus de source française à déclarer sur votre déclaration. On n'a plus de retenue à la source sur les intérêts depuis très longtemps, années 80, je crois.
Donc, vous n'avez rien à faire, absolument rien à faire en France. Et côté Parfait. américain, évidemment, ben, cette personne le fait, vous déclarez et vous êtes imposé. À savoir quand même que souvent, on va penser que parce que des intérêts ne sont pas taxés en France, par exemple le livret A, LDD, enfin, tous ces livrets, on ne les taxe pas côté américain, c'est faux. On va les taxer côté américain, on déclare et on paye des impôts dessus. Oui, alors qu'en France, on a une position un peu plus favorable où on va assimiler certains livrets ou certains voilà, à des livrets français pour bénéficier voilà, des régimes favorables. Parfait. Euh, une autre question d'un auditeur anonyme. Y a-t-il un avantage à faire une donation-partage d'un bien immobilier situé en France appartenant à un Franco-Américain à des enfants franco-américains vivant aux États-Unis? Alors, Ah, ben, la réponse du point de vue français, c'est oui, puisque en faisant une donation partage, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement si vous donnez la nue propriété. Vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité française. Voilà, donc c'est important. Ça fait partie des stratégies qu'on met en place de manière prioritaire dans le cadre de la gestion du patrimoine et voire même dans le cadre de la gestion des revenus. et côté US, en fait, ça c'est pas tellement avantageux parce que, comme je le disais tout à l'heure, si vous donnez à vos enfants, vous n'avez pas de step-up in basis. Donc, j'imagine que le bien a pris de la valeur depuis son acquisition. Et à ce moment-là, vous leur donnez la valeur à la date à laquelle vous avez acquis le bien. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il y a des solutions sur lesquelles on travaille, mais là, il n'y a pas de réponse immédiate parce que tout dépend de pas mal de facteurs. Et, on peut toujours trouver des solutions du moment que c'est anticipé, que ça n'est pas à faire pour demain. Voilà. Parfait. Question d'un auditeur anonyme ou une auditrice. Au niveau du traitement aux US de l'impôt sur la plus-value en cas de vente de biens en France, ancienne RP et ensuite donc locatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà. Côté américain, on va calculer cette plus-value, effectivement. Attention, en prenant en compte prix de vente converti au taux du jour de la vente, moins prix d'achat converti au taux du jour d'achat. Donc, on peut avoir un effet de change sur le montant de la plus-value. Et on va demander un crédit d'impôt équivalent à l'impôt sur la plus-value payé en France. Et ça, donc ça fonctionnera au niveau fédéral. Au niveau state, dans la plupart des États, non. Sauf si vous habitez dans un État comme la Floride ou au Texas où il n'y a pas d'impôt state. Parfait. On a une question de avis. Donc SCI LIR, idem que pour la SCI. Je suis pas sûr de comprendre la question, mais d'un point de vue US, non, puisque, enfin, Non, on- il y a beaucoup de on- différences puisque la SCI à l'IR en France, elle est transparente et les revenus fonciers seront taxables sur une déclaration de revenus. La SCI à l'IS, elle fera une déclaration IS 2065 et elle paiera voilà, son impôt sur les et, sociétés. et côté US, on aura les mêmes obligations déclaratives. La société sera considérée comme transparente fiscalement. Donc, le choix de l'IS en France peut être dommageable, sauf si on fait une check the box pour avoir exactement le même traitement fiscal des deux côtés. Mais attention, encore une fois, à la guilty tax dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des choix qu'on ne fait pas Parfait. à la légère. On a une question de Foued. Est-ce qu'il faut déclarer les indemnités de licenciement reçues en France suite à une expatriation? Alors ça, c'est une bonne question. C'est le cas bah, c'est le cas des différés de paiement. Quand vous êtes devenu résident dans un pays et vous recevez un bonus, par exemple, qui vient d'un travail salarié dans notre pays, le traitement, c'est on considère que il faut le rattacher dans le pays où le travail a été effectué. Donc, si c'est un travail effectué en France, il faut le rattacher sur la France. Et donc, si c'est une indemnité de licenciement, dans ce cas-là, il faut regarder les règles d'exonération spécifiques aux indemnités de licenciement françaises et le déclarer sur une déclaration française classique. Tout à fait.
Je sais pas si vous avez vu, on a reçu une question complémentaire sur la question de... Il y a deux questions en amont. Je sais pas si vous arrivez à reconnecter. Et pouvons-nous déduire le montant du crédit mensuel? J'imagine que c'est Non, pour le crédit sur la SCI, c'est ça? crédit d'impôt ou crédit Non, mais j'imagine que c'est le crédit bancaire. Alors, ouais, en France comme aux États-Unis, on n'amortit pas le crédit. On déduit les intérêts, enfin exact. fiscalement. Voilà, et on amortit le bien. En fait, il y a une Oui, logique crédit derrière tout bancaire. ça, hein. C'est Ouais. Le confirmé. remboursement de capital, vous allez le retrouver lorsque vous vendrez le bien. Donc ça, on ne le déduit pas. Les intérêts, eux, sont perdus, mais sont nécessaires pour pouvoir générer du revenu sur le bien, sinon vous n'auriez pas acheté le bien. Voilà, il y a une logique économique derrière. Et là, pour une fois, la France et les États-Unis sont alignés sur cette logique. Euh, Magnifique. On a une question de Marc. Quelle fiscalité sur les dividendes perçus de sources françaises en devenant résident fiscal aux États-Unis? Alors, dans la majorité des cas, on va pouvoir les considérer comme des qualified dividends. Donc, c'est si vous êtes actionnaire de la société depuis plus d'un an, vous serez soumis au taux d'imposition des plus-values. Donc, il va varier entre 15 et 23,8%. Si vous regardez sur Google, c'est entre 15 et 20%, mais souvent, on oublie de rajouter une surtaxe de 3,8%. Donc, ça va être entre 15 et 23,8%, dépendant de vos revenus totaux. Au niveau de et, l'État, ça va être souvent considéré comme du revenu ordinaire. et avant ça, l'établissement bancaire français aura prélevé une retenue à la source de 12,8% pour payer l'impôt français. En fait, c'est l'équivalent de la flat tax, mais vous ne payez pas la CSG-CRDS. Et Et du ça, coup, Jean-Philippe, exact, côté américain, on va avoir un crédit d'impôt équivalent à ces 12,8%. Ce qui fait que si vous êtes à 15%, eh bien finalement, aux États-Unis, vous allez payer le différentiel entre 15 moins 12,8, ça va faire 2,2% en plus. Voilà. Parfait. Jean-Philippe, Luc, on peut encore prendre 5-6 minutes de plus pour répondre aux dernières questions? oui, oui, C'est bien bon sûr. pour moi. Ok, parfait. On a Cécile qui nous dit, je suis mariée à un Américain et non résidente US dans le cadre du traité de la France et des États-Unis. Pouvez-vous aider à écrire nos testaments réciproques? Alors, pour ma part, côté US, non, parce que je ne suis pas avocat. Je suis expert comptable, l'équivalent d'expert comptable. Mais on travaille évidemment avec des avocats côté US qui peuvent faire ce genre de prestations. Oui, et moi, pareil, je fais de la fiscalité et donc voilà, pas du droit civil. Et en revanche, je travaille avec des notaires qui sont rompus à ces complexités. Donc, on pourra vous recommander. Un auditeur anonyme nous dit, est-il possible de connaître le taux d'imposition des PV, donc plus-value immobilière, aux États-Unis? Merci. Oui, alors les plus-values, en fait, on va les décomposer en deux types. On a la court terme, si vous détenez le bien depuis moins d'un an. Là, ce sera votre taux ordinaire, donc qui va monter au fédéral jusqu'à 37%, et les plus-values long terme, donc quand vous détenez les biens depuis plus d'un an. À ce moment-là, votre taux va varier, comme ce que je disais tout à l'heure sur les qualified dividends, entre 15 et 23,8%, plus l'État. Voilà. Parfait. Je rappelle que si vous avez des questions que vous souhaitez voir en privé, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran pour avoir une consultation à la fois avec Luc et Jean-Philippe. On a une question, un auditeur anonyme. En tant que Franco-Américain résidant aux États-Unis, si nous avons créé un Revocable Trust aux États-Unis avec des bénéficiaires résidant en France, devons-nous remplir les formulaires 2180, Trust 1, 2182, 81, Trust 2 auprès de l'administration fiscale française? Question complémentaire. Et si ces déclarations n'ont pas été effectuées jusqu'à présent, quelles sont les démarches à suivre pour se mettre en conformité et quels pourraient être les impacts ou pénalités éventuelles? Merci. Ça, c'est une question délicate, hein. Oui, en effet, s'il y a des bénéficiaires du trust qui sont résidents fiscaux français, les obligations déclaratives sont à faire.
et en cas de manquement, une pénalité de 20 000 euros par déclaration manquante peut être appliquée. Il faut étudier le dossier. Du coup regarder, analyser les éléments et envisager la régularisation de ce dossier devant le fisc français. Merci. Un autre éditeur anonyme qui nous dit, pour les placements PER, CTO, conseillez-vous de vendre avant notre départ, je suppose, de France? C'est difficile de se positionner là-dessus parce que là, ça rentre dans le cadre du conseil financier. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue fiscal, ce type de compte, d'actifs, va générer des obligations, avec potentiellement à l'intérieur de ces comptes-là ce qu'on va appeler des PIFIC. Les PIFIC, ça veut dire Passive Foreign Investment Company. Quasiment tous les plans qu'on peut trouver en France en ont, même les comptes titres aussi. Ils sont traités de la même manière que les assurances-vie dont je parlais tout à l'heure. Donc avec soit un éclatement de la plus-value, soit une imposition de manière annuelle. Et puis si on a ce qu'on appelle des excess distribution, mais je vous passe le détail du calcul, on va se retrouver là aussi avec des surimpositions. Donc là, je ne peux pas trancher puisque je ne connais pas la situation de la personne. Parfait. Alors, je crois qu'il y a des gens qui ont du mal avec... alors, je vais juste partager mon écran 2 secondes euh, pour la prise de rendez-vous. Ah. En fait, tout simplement, quand vous êtes sur le calendrier Calendly donc, de Jean-Philippe et de Luc, vous avez juste à cliquer sur la flèche. Si vous êtes sur mobile, vous avez juste à cliquer sur la flèche à côté de novembre 2025. Et donc là, vous arrivez sur décembre 2025 et vous pouvez choisir. Donc là, je vois par exemple que le 2 et le 3 décembre, il y a des dispos. Donc vous pouvez prendre directement rendez-vous le 2 ou 3 décembre. Il y a le 9, le 10, le 16, le 17. Voilà. Donc c'est ouvert. Et je crois, il y a aussi une dispo pour le 6 janvier. Voilà, qui est ouvert. Donc il y a des dates de dispo. La date de novembre est partie par contre. Mais il y a encore des dates de dispo sur décembre. Euh, Avec plaisir, Cécile. Eh ben, on a répondu à toutes les questions pour aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez poser des questions peut-être plus en privé, vous scannez donc le QR code. Comme je disais, il y a des dispos au mois de décembre et il y a une dispo au mois de janvier. Euh, Jean-Philippe, Luc, merci pour cette explication complexe Merci à qui, toi, Romain. j'espère, est un petit peu Merci moins Romain. complexe maintenant pour l'audience de French Morning. On vous retrouvera l'année prochaine pour d'autres webinaires sur d'autres sujets de fiscalité euh, et de déclaration fiscale. Tout ça, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes si jamais je vous revois pas d'ici là. Tous les webinaires de French Morning sont enregistrés et disponibles sur YouTube gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est aussi disponible sur notre compte Facebook et LinkedIn gratuitement à vie. Si jamais vous n'arrivez pas à contacter un des experts de n'importe quel webinaire, vous avez juste à m'écrire un email ou à répondre à n'importe quelle newsletter de French Morning et on transférera votre email à l'expert directement. Merci encore, bonne journée, bonne Merci à soirée, tous. Très bonne où que vous soyez journée. dans le Merci. Bonne monde. soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.